Merci d'être avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes désormais chairman de Nestlé France, candidat à la présidence de l'ANIA. Et vous êtes aussi, d'après vos propres termes, un des plus ardents défenseurs des belles histoires de l'agroalimentaire depuis 30 ans. Vous vous reconnaissez là-dedans ? Tout à fait, pardon. C'est plus compliqué. C'est pas facile de passer derrière le jeune homme qui parle d'amour, là. On va essayer, mais bon, c'est pas facile quand vous représentez un groupe ou une industrie comme celle de l'agroalimentaire. Je voudrais juste démarrer sur une petite anecdote. Quand vous arrivez dans Radio France, vous avez un escalier où il est écrit, et je pense que ça peut être une citation intéressante pour la matinée, « L'émotion, les, plus loin, motion, tue l'émotion ». Par rapport à notre industrie, et par rapport à ce qu'on communique sur notre industrie agroalimentaire, d'abord, le mot industrie est un peu dangereux, on va dire. Et je pense que c'est exactement la problématique de nos métiers vis-à-vis de nos salariés, vis-à-vis de nos produits et, comme vous l'avez dit, vis-à-vis de nos marques. Donc, c'est juste pour introduire les... Attention au dogme. Vous voulez parler d'amour. Alors, parlons un peu d'amour. Sympathique. Non, mais puisque vous vous présentez vous-même comme un défenseur des plus belles histoires d'amour de cette industrie agroalimentaire, est-ce que c'est aujourd'hui un postulat qui est plus difficile à tenir qu'hier ? Alors, je pense qu'on a migré d'histoire d'amour avec les marques sur une attente d'histoire d'amour avec les produits. C'est-à-dire que la quête de sens ou la quête de plaisir ou la quête tout simplement de goût, parce que notre métier, c'est de vendre du goût, du plaisir en bouche. Cette quête-là, on avait des garanties avec les marques, quelles qu'elles soient, les nôtres, celles de nos concurrents, celles de PME, celles de TI, celles de groupes internationaux. Mais maintenant, je pense qu'on a muté sur une attente par rapport aux produits. Et la mise en avant de produits, c'est caractéristique toute simple. Il suffit de voir les dernières campagnes de Carrefour, par exemple, qui met l'accent sur un œuf cuit à la coque. Il n'y a rien de plus simple. C'est un produit extrêmement facile à cuisiner et c'est aussi extrêmement facile à percevoir au travers d'un écran. Donc c'est le produit qui est devenu et qui va devenir la vedette, à mon sens. Quand on vend autre chose que des œufs, on entend aujourd'hui tout est trop gras, tout est trop sucré, tout est trop salé, tout est trop plein de conservateurs et d'additifs. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui retrouver du plaisir à consommer, à manger ? Ça, c'est le grand débat, c'est qu'on aime bien le trop. Si je prenais un exemple par rapport à très concret, avec des débats qui ont lieu aux EGA, Nutri-Couleur et Nutri-Score. D'un côté, vous avez un système qui fait confiance à l'intelligence du consommateur. Et de l'autre côté, il y a un système qui me semble, et qui nous semble à certains, simpliste. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut vis-à-vis des gens qui nous consomment ? Est-ce qu'on veut leur faire confiance ou est-ce qu'on veut simplement leur imposer quelque chose ? Le trop, pour certains, il n'y a pas trop de sucre, pour certains, il n'y a pas trop de gras. Il suffit de voir ce qui se passe sur le beurre. Le beurre était banni il y a encore 10 ans. Là, il y a des campagnes qui ne sont pas des campagnes de lobbying, contrairement à ce qu'on pense. Il manque de beurre en Europe. Donc, on a un problème de quantité. Donc, on revient à faire la communication positive sur le beurre. Donc, trop gras, par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Le trop me paraît inquiétant. En revanche, dans ce que je répète dans cette campagne pour l'ANIA, il y a trop de sucre, trop de gras, trop de sel. Tout ça est d'une subjectivité totale. En revanche, il y a ce qu'on peut appeler la boîte à pharmacie, qui est effectivement tout ce qui est adjuvant, ajout et autres. Et là, on a aussi un devoir en tant qu'industriel, que ce soit une PME, que ce soit une entreprise moyenne ou un groupe, c'est d'être attentif sur ce qu'on propose à terme dans la composition de nos produits. Et ça, c'est un droit de la part du consommateur et c'est un devoir de notre part, c'est clair.
Vous parlez de Nutri-Score et de Nutri-Couleur. Justement, c'était aussi un des objectifs de ce Nutri-Score que proposait l'État, d'inciter les industriels à faire mieux et de proposer aux consommateurs une plus grande lisibilité, juste pour qu'on soit sûr de ne perdre personne. Nutri-Score, c'était donc un logo avec une échelle de A à E qui proposait de qualifier l'intérêt d'un aliment en termes de nutriments. Et Nutri-Couleur vous a posé donc des performances en termes de pourcentage à ces couleurs et vous enrichissez grosso modo le principe. On a testé 4 systèmes, si je prends cette société, et au sein de l'ADIA, on a testé 4 systèmes. C'est-à-dire qu'on était aligné avec nos métiers, nos partenaires au sein de l'ADIA, à tester 4 systèmes. Il y a 2 systèmes qui sont sortis très clairement en tête, Nutri-Score et Nutri-Couleur. Ensuite, on s'est dit quelle valorisation on va faire par rapport à ces 2 systèmes et comment on va essayer de mettre le consommateur au centre de cette préoccupation. Nous, on est arrivé à défendre un système. Ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais. Il se trouve qu'en face, on a une espèce de frénésie à dire que l'un des 2 systèmes est mauvais. Non, les 2 systèmes sont bons. Très clairement sont bons. Simplement, au sein de l'ANIA, partie des adhérents ont choisi un des 2 systèmes. Encore une fois, on ne doit pas imposer au consommateur. Il fait son choix. Et à un certain moment, il faut l'aider, le guider à faire son choix. Point. Après, on ne va pas imposer. On n'est plus en Union soviétique dans les années 50. Donc, à un certain moment, il faut l'aider à prendre une décision en face du linéaire quand il a acheté le produit chez lui ou quand il est chez un charcutier ou un boulanger, comment il fait pour choisir. Mais pas lui imposer un système. Encore une fois, parvenir sur l'escalier de Radio France, mais l'émotion tue l'émotion. Oui, attention, attention au dogme. En termes de propositions, justement, on a aujourd'hui des Français qui réclament de plus en plus de produits bio, frais, des produits qui soient rémunérateurs pour les agriculteurs. Et vous leur proposez du coup de la nourriture industrielle de masse. Vous n'avez pas l'impression d'aller dans le mur ? Alors, le bio, ça c'est le grand sujet à la mode. Grâce à M. Travers, grâce au buzz autour du bio, grâce aux distributeurs qui consacrent à la fois des linéaires et à la fois des magasins maintenant. Vous avez des carrefours bio, vous avez des intermarchés bio qui sont en train de se monter. Donc il y a une vraie tendance de fond. Simplement, il faut être sûr de ce qu'on propose aux consommateurs, encore une fois. Bon, je ne vais pas parler de Nestlé, je peux parler d'autres sociétés. Il faut avoir les volumes à proposer. Nous savons tous les gens sérieux de ce métier, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit l'implication actionnaire, propriétaire, artisan et autres, nous savons tous que nous ne disposons pas de la matière première suffisante pour répondre à la demande. Quand un ministre dit que 50% de la consommation en cantine va être bio, 3 jours après, il rectifie en disant oui, ou bio, ou agriculture raisonnée. Il se rend compte que ces 50% de bio ne peuvent pas être délivrés. Il y a un problème de temps. La terre a son temps. On a besoin de temps pour alimenter une terre en capacité de délivrer du bio. Et actuellement, on n'a pas les volumes, que ce soit une société comme Nestlé ou que ce soit une PME qui peut travailler. Il doit être sûr de délivrer un produit à qualité identique du 1er janvier au 31 décembre avec une origine certifiée bio. Actuellement, il y a un problème de demande consommateur, très clairement, forte, qui s'accentue de semaine en semaine, et je ne suis pas sûr que très rapidement, il ne va pas y avoir un scandale qui va éclater sur tel ou tel produit, parce que c'est pas du bio qu'on est en train de vendre, ou qu'une société ou qu'un distributeur est en train de vendre à son consommateur. Donc le bio, attention. En revanche, l'agriculture raisonnée me semble être la voie royale pour notre industrie. D'arriver à proposer un produit contrôlé, certifié. Si je donne un exemple très clair en termes de provocation, il faut par hectare 5 litres de glyphosate pour répondre actuellement à la demande de l'agriculture.
L'agriculture raisonnée, c'est de proposer de travailler avec 500 millilitres, Oui. un dixième. Avec ce dixième, vous arrivez à résoudre le problème de pesticides, vous arrivez à résoudre l'attente des agriculteurs avec des techniques adaptées, mais surtout vous vous débarrassez de 4,5 litres par hectare. Oui. C'est une réalité économique pour l'agriculteur. Les 4,5 litres, il n'a pas à les acheter, pour être très clair. Et deux, il arrive à proposer au consommateur un produit sain en contrôlant la production qui sort de ses champs. Donc, soyons pragmatiques, encore une fois, pas de dogme. Et d'un point de vue très pragmatique, justement, comment est-ce que, face à l'évolution de ces attentes, votre position évolue, votre façon de communiquer aux Français, aux consommateurs évolue? Très clairement, on se ressent sur le produit. Je veux dire, la marque est forcément une garantie, et c'est une garantie que vous voyez à chaque fin de spot, quelle que soit l'entreprise, vous avez toujours une signature. Malheureusement pour les créatifs, à la fin, il y a forcément un claim avec le logo et le packshot. Je suis désolé, ça fait un siècle que ça dure, et ça durera encore un petit moment à mon avis, mais la vedette d'un spot publicitaire ou d'une annonce ou d'une affiche, c'est effectivement le produit qui est de plus en plus mis en avant. J'ai cité Carrefour tout à l'heure. Vous voyez dans cette campagne quelque chose qui est centré complètement sur le produit, et chez les fabricants, vous avez dû voir des visuels qui correspondaient à Nestlé Dessert chez Nestlé. Vous prenez les visuels de la marque Andros, c'est toujours maintenant centré sur le produit. On est de plus en plus centré sur la qualité et la garantie du produit. La marque vient en réassurance parce qu'on a envie de parler de nos marques, on est fiers de nos marques, mais c'est le produit qui est la vedette, c'est clair. C'est donc une communication avant tout produit. Vous comprenez les débats qui ont cours à l'Assemblée, qui essaient de faire interdire les publicités pour les produits qui sont justement trop sucrés, salés, gras, et on en revient là? Les comprendre, oui. Les accepter, c'est autre chose. Que ce soit clair. Là encore, je veux dire, on a vu les EGA, on a vu les séances. J'étais dans un atelier. Certains d'entre vous dans la salle étaient dans des ateliers. Encore une fois, il faut être réaliste et gérer le temps. Ce qui est valable pour le bio, 5 ans pour préparer une terre, 10 ans pour qu'elle soit vraiment exploitée et exploitable, c'est aussi valable dans l'évolution du consommateur. Le consommateur veut encore du prix bas, qui a créé une déflation faramineuse dans le marché de l'agroalimentaire. Le marché agroalimentaire a perdu 4,5 milliards d'euros en 5 ans. C'est des marges que les fabricants, petits et grands, n'ont pas pu remettre dans de l'innovation sur des dossiers comme effectivement l'agriculture raisonnée ou du bio. Donc attention aussi à respecter le temps, donner du temps au temps. On vient au Ça bout ne de veut pas notre dire qu'on est temps, contre. justement. On n'est pas contre du tout. Je pense que la survie de notre industrie et de nos métiers, de nos territoires, va passer par des efforts de la part de tous les fabricants, petits et grands. On a parlé d'industrie, on a parlé de consommateurs, on n'a pas beaucoup parlé de Richard Girardot. Votre définition à vous du plaisir de manger, pour terminer. Pardon ? Comment est-ce que vous définiriez le plaisir de manger? Le goût. Le plaisir du goût. L'interlocuteur précédent a parlé très clairement, le plaisir de cuisiner, le plaisir de partager, le plaisir de consommer seul, évidemment. Vous êtes dans la rue et que vous avez besoin de consommer, vous consommez avec plaisir. Mais je dirais avant tout, cuisiner et partager seraient les 2 maîtres mots de notre industrie, de nos métiers, et encore une fois de tous les salariés qui travaillent dans cette industrie, qui est une passion. Personnellement, je partage depuis plus de 30 ans, vous avez signalé tout à l'heure, c'est à peu près ça. Merci d'avoir partagé ce moment et d'avoir accepté d'être cuisiné sur cette scène.